On se croirait dans un épisode de Netflix d'un drame qui s'est passé à Paris. Un jeune garçon monte de Bretagne pour aller voir sa chérie à Paris et il revient avec le sourire de Glasgow. Est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour Louise et merci beaucoup à vous de m'inviter. En effet, je ne suis pas très fidèle pour l'instant à la Radio Frontière, mais je vous promets de faire des efforts. En effet, j'ai été contactée par le cousin de ce jeune homme, donc qui s'appelle le jeune homme en question, la victime, donc s'appelle Kylian. C'est un jeune homme de Dinan qui est venu donc en Bretagne pour faire un anniversaire de sa petite amie. Ils se sont promenés partout un petit peu dans Paris et comme il m'a expliqué au téléphone, et franchement son témoignage est simple et c'est ça qui est touchant. Il me dit voilà, moi j'aime les belles voitures, du coup on est allé dans le 8e pour passer un petit bout de soirée après une promenade sur les bateaux mouches, enfin voilà un peu tout ce que ferait un touriste quand il va à Paris. Et c'est alors qu'on croise un homme. Moi j'étais un petit peu au courant qu'il y avait une insécurité en France, notamment dans certaines grandes villes. Du coup j'étais toujours un petit peu sur mes gardes. Rien que cette phrase déjà elle m'avait un peu touchée. Et en fait il croise un homme et il me dit déjà il avait l'air étrange et en fait je me suis retournée, j'ai vu que c'était retourné. J'ai demandé ce qui se passait et là il a littéralement foncé sur ce petit couple. Il a dit à la jeune femme des propos extrêmement étranges du style voilà tu m'humilies quand tu me regardes comme ça, me regarde pas comme ça, et d'un coup il a mis un coup de couteau dans la bouche du jeune homme, donc qui s'appelle, comme je le rappelle, Kylian. Il m'avait dit que ça avait été extrêmement rapide, donc ils sont partis en courant en tenant sa bouche, puisque donc il lui a mis un coup. Il avait un couteau qui était visiblement un petit peu arrondi au bout, comme un crochet, et du coup le couteau s'est pris dans la bouche de Kylian et lui a fait une sorte de sourire De Glasgow. Guillemets, voilà, le sourire du Joker, puisque après l'homme qui a fait ça, donc qui est un ressortissant antillais, déjà bien connu des services de police et des services de psychiatrie également, qui n'est pas son premier cas de violence, mais qui est dans nos rues en toute liberté avec un couteau, un très grand couteau d'ailleurs. Il s'en est pris après Kylian à un autre duo d'amis cette fois. Il a fait exactement la même chose. Sérieusement? Sourire glaçant, et il a voulu s'en prendre après aux policiers qui ont voulu l'arrêter. Il a donc été arrêté à coup de taser et il a expliqué qu'il avait voulu leur faire c'était volontaire quoi, qu'il avait voulu leur faire une sorte de sourire, voilà. Donc c'était digne d'un film d'horreur. Moi ce qui m'a fait vraiment de peine, c'est que ce jeune garçon m'a dit que du coup d'abord le week-end d'anniversaire c'est fini plus rapidement. Il avait qu'une envie, c'était de rentrer en Bretagne, de quitter Paris tout de suite. Les fils en plus, c'est terrible, mais voilà, il a une vingtaine d'années, donc les infirmières ont essayé d'utiliser des fils assez petits et fins pour pas qu'il ait une énorme cicatrice. Finalement, les fils n'ont pas tenu, donc il a dû retourner se faire opérer. Enfin, en fait, voilà, c'est ça qui me rend dingue, c'est-à-dire voilà un jeune homme, un petit Breton qui va à Paris passer un super anniversaire avec sa copine. Il est 21h30 dans le 8e, il revient défiguré quoi. Voilà, c'est la France. Le traumatisme, Alice. Enfin, je veux dire, c'est pas, en fait, c'est pas le premier. On n'est pas surpris. On n'est même plus surpris. C'est ça qui est dramatique. Moi, j'ai choisi de titrer ce live Paris, le coupe-gorge à visage d'ange, parce qu'en fait, la plupart des personnes qui arrivent à Paris, entendent parler, certes. D'ailleurs, le collectif Nemesis avait fait une campagne de sensibilisation au moment des Jeux Olympiques pour alerter les jeunes femmes de pas se rendre, par exemple, sur le Champ de Mars, d'éviter certains quartiers, etc. Mais Paris, il faut dire ce qui est, a un visage d'ange. Paris est beau, Paris ville lumière. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours que les beaux coins, les beaux restaurants qui sont partagés. On partage également des belles images de Paris de nuit, etc. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, on ne peut pas, et on le sait trop bien, on ne peut pas partir dans Paris comme ça sans s'imaginer, ou du moins en étant sur le qui-vive. Il y a le Paris d'Emily in Paris et puis maintenant il y a le Paris de Kylian in Paris qui à mon avis n'est pas prêt de revenir. Et en fait ce qui est triste aussi c'est d'abord il a quand même frôlé la mort parce qu'à quelques centimètres c'était la gorge qui prenait et là on aurait été sur autre chose. Mais surtout ce que disait son cousin c'est que en fait il était déjà au courant qu'il y avait une insécurité et heureusement il s'est retourné. Et là, il a vu qu'il y avait un homme qui s'était retourné et qui visiblement lui voulait du mal, parce que ça aurait pu se faire par l'arrière aussi. Enfin, en fait, on sait pas, voilà. Mais c'est-à-dire que maintenant, on va vivre on vit déjà nous, en tant que Parisiens, Parisiennes, on est déjà au courant, mais dans un climat de suspicion permanent, où malheureusement, on est obligé de se retourner dès qu'il y a un homme, voilà, qu'on croise, qu'il est bizarre. Et en fait, le pire, c'est qu'à chaque fois, on a raison. Vous savez, cette espèce de ce que les gauchistes vont appeler le délit de faciès, etc. Oui, mais en fait, malheureusement, nous, c'est ce qu'on dit aux femmes qu'on accompagne.
quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui. Quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, quand il y a un homme qui est bizarre, éloignez-vous automatiquement. Et même si vous avez tous ces... on va vous expliquer que voilà, faut pas faire d'amalgame, ça, peut-être. Mais dès qu'il y a un doute, généralement, il n'y a pas de doute. Et il faut prendre ses précautions parce que maintenant, on en est là, en fait. Oui, tout à fait. Et il y a aussi ce côté où, en général, on a un pressentiment. C'est beaucoup ce qu'on entend pour beaucoup de jeunes femmes. On a eu ce pressentiment que ça allait arriver, mais par, on va dire, par acquis de conscience, mais surtout pour éviter de rentrer dans ce tourbillon de l'amalgame. On préfère se dire non, je suis folle. En fait, on est folle, ou alors on est fou, et vaut mieux arrêter parce qu'on joue au jeu de l'extrême droite, de la fascisation du pays, etc. Mais la réalité, comme tu le dis, Alice, c'est que en général, on se trompe pas. Moi, c'est exactement cet effet que maintenant ça me fait. J'ai du mal à tourner le dos à des inconnus, certains inconnus qui sont principalement, pardon, je suis un peu enrhumée, issus de l'immigration. Je ne tourne plus le dos. Je tourne plus le dos parce que quand on voit qu'une jeune femme a été égorgée dans le métro à New York parce qu'elle était blanche, parce que c'était une femme, en fait dans le métro, alors je prends plus le métro depuis un an, mais il y a quelques jours j'ai failli prendre le métro parce que ça me faisait gagner 20 minutes et que j'avais besoin d'être 20 minutes à l'heure. Mais en fait je n'ai même pas pris le risque parce que ça m'angoisse. Et tous les jeunes, je suis désolée, mais maintenant, chers auditeurs, sachez-le. Ne laissez pas vos enfants partir à Paris sans qu'ils soient prévenus, sans que vous disiez, vous gardez pas vos écouteurs dans la rue, vous gardez toujours une petite bombe au poivre avec vous au cas où. Vous apprenez à ne pas tourner le dos, vous vous mettez contre le mur dans les métros. Aujourd'hui, c'est ça, Alice, c'est ça. On doit adopter que des réflexes. C'est exactement ça. Il y a un réflexe, la charge mentale de l'insécurité. Tout à l'heure, tu parlais de la Roumanie. Je connais assez bien les pays aussi d'Europe centrale. Et en fait, c'est en allant dans ces pays qu'on se rend compte à quel point on n'est plus dans une situation normale en France. C'est-à-dire que dans des pays comme ça, on n'est pas à se poser la question d'avoir peur dans la rue, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. On n'est plus sur une question de comment on va s'habiller, on n'est plus sur une question de quelle rue on va éviter, parce qu'en fait, factuellement, dans la rue, il se passe rien. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes en Roumanie. Oui, bien sûr. Évidemment, il y en a d'autres de corruption, de mafia, etc. Mais factuellement, il n'y a pas cette insécurité dans l'espace public par des étrangers, des gens qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas ces réflexes. Mais je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis, pareil, moi le métro, les rares fois que je le prends, je suis toujours plaquée contre le mur parce que en fait, on a entendu tellement de cas de gens qui poussent, notamment des migrants. Je suis désolée, mais c'est toujours pareil, qui poussent des jeunes femmes. Quand le métro arrive, dès qu'il y a un homme qui nous suit, et en plus des témoignages comme ça, il y en a des centaines, des femmes qui expliquent qu'en fait à chaque fois qu'elle marche et qu'il y a quelqu'un derrière elle, elle vérifie qu'il n'y a pas une ombre qui vient au-dessus de la leur, préfèrent se retourner, elles ont leur clé dans la main de peur de devoir, un peu en arme de substitution quoi. On se promène en France avec des gaz au poivre sur nous. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on réalise où on en est. Et là, ce qui arrive à Kylian, lui, il était prévenu, il a eu le réflexe de vérifier, il a eu cette espèce de pressentiment qu'il a écouté. Mais oui, en effet, le nombre de fois où on n'écoute pas ce pressentiment, moi je dis écoutez vos pressentiments, écoutez-vous, parce qu'en fait, il vaut mieux être trop parano, parce qu'il suffit d'une fois. Hein. Là, comme il m'a dit, ça allait tellement vite, il a eu le temps de rien faire. Pourtant, je pense que c'est un petit gars qui se laisse pas faire dans la vie. Il a eu le temps de rien faire, le coup de couteau, il est parti tout de suite, quoi. Il y a même pas eu il y a pas eu du tout de colère, il y a pas eu d'échange de mots, il y a rien eu, rien du tout. Et malheureusement, en fait, on en est avec un État qui est irresponsable, qui est incapable de nous protéger. On en est à devoir s'auto-protéger. C'est de l'autodéfense populaire, comme on pourrait le dire. Mais parce qu'on est totalement seul. Il faut pas en vouloir aux Français de virer parano quand en fait ils sont totalement seuls dans leur lutte pour leur survie, quoi. Oui. Alice, il y a un hashtag qui est en train d'être depuis quelques jours, c'est le hashtag Montrons le réel. Montrons le réel, et je vous invite tous à prendre des vidéos dans votre quotidien, évidemment, en évitant de trop commenter, parce que ça peut vous risquer d'aller en garde à vue, hein. On va regarder cette vidéo de Ligne Droite Radio Courtoisie, c'est Jean-Eudes qui intervient pour parler de ce qu'il s'est passé, on va l'écouter tout de suite. Oh la honte, j'ai fait une vidéo TikTok, j'en fais pas souvent. J'ai l'impression d'avoir parlé pour ne rien dire, voilà, mais c'est entre autres Alice Cordier qui m'a incité à investir plus activement mes réseaux sociaux parfois, et donc voilà, j'étais très loin de me douter que 48 heures plus tard cette vidéo serait vue 1,3 million je crois, ou même beaucoup plus maintenant, et surtout qu'elle me coûterait ces 48 heures de garde à vue. Mais donc ce sont ces 4 Afghans qui ont porté plainte, dont j'ai appris en garde à vue, mais je ne veux pas y croire, qu'ils seraient de nationalité française. Voilà. J'ai beaucoup de mal à y croire car ils sont logés à ma connaissance dans l'ancien hôpital de Segré qui est géré par une association
qui est subventionné très largement par vos impôts, qui s'appelle France Horizon. Vous savez, ce genre d'associations desquelles on dit pudiquement qu'elles aident au lien pour les gens exclus de la société, qu'elles aident à la solidarité intergénérationnelle même, je crois, concernant celle-là. Et en réalité, voilà, elles servent uniquement à nous importer des migrants à la campagne. Voilà, Alice, on vient d'entendre Jean-Eudes Gana sur Radio Courtoisie qui reparlait en fait de cette vidéo qu'il a postée. Alors bravo, c'est ta faute du coup, Alice, si Jean-Eudes a été en garde à vue. Non, pour plus de 48 heures, surtout. Non, mais c'est quand même assez dingue. On plaisante, mais c'est absolument dramatique que parce qu'en réalité, Jean-Eudes est poursuivi parce que il a comparé ces Afghans à des cousins des talibans, etc. Donc c'est incitation à la haine raciale, etc. Et ce seraient ces 4 Afghans qui seraient apparemment français. Bon, pourquoi pas, et qui donc ont porté plainte contre Jean-Eudes parce que ils n'avaient pas envie d'être filmés, ce qu'on peut entendre a priori, mais la volonté de Jean-Eudes c'était pas de dire qu'ils étaient les coupables, c'est simplement de montrer ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos campagnes, parce que Jean-Eudes en fait sortait simplement de faire ses courses et montrait que voilà, maintenant en fait sa zone, c'est aussi des trafiquants de drogue, parfois ça deal devant les supermarchés, c'est ça aujourd'hui la réalité, il faut montrer le réel, Alice, mais quand on voit ça, est-ce que ça donne envie de s'arrêter? Non, c'est sûrement pas à moi que ça va donner envie de m'arrêter. Au contraire, je pense que c'est qu'il continue à persécuter comme ça les personnes qui font que faire des vidéos dans la rue. Hein. On a le droit de faire des vidéos dans la rue. Il n'est pas allé les filmer dans un lieu privé. On a le droit de faire des vidéos dans la rue. En tant que Français, on a le droit de se demander où va notre argent. Visiblement, ces jeunes gens-là sont logés aux frais du contribuable. On a le droit de se demander pourquoi ces gens-là ne sont pas en train de travailler. On a le droit de se demander, on a le droit de se poser ces questions-là. En tant que Français aussi, on a le droit de ne pas être content de voir des ressortissants afghans dans nos campagnes, dans nos villes. Je rappelle quand même, il n'y a pas de chiffres en France parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, pardon. On a des statistiques de nationalité, mais il y a des statistiques qui sont plus précises en Allemagne. Mais les chiffres des Afghans, c'est atroce. Et si demain ces chiffres-là sont faits en France, je pense qu'on aura des surprises. Dans les viols en réunion, les ressortissants afghans sont 70 fois plus représentés que les Allemands de souche. Dans les faits de viol et d'agression sexuelle, les mis en cause afghans sont 15 fois plus représentés que les Allemands de souche. Donc oui, on a le droit de ne pas être ravis. Voilà, de part des ressortissants afghans en France, parce qu'on voit très bien que les chiffres allemands ne sont pas bons. Voilà, on peut se questionner, est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils ont la nationalité française ou pas. En fait, en vérité, pour moi, ça change, je vous le dirais, pas grand-chose. Moi, je pense qu'au niveau des statistiques ethniques, on aurait de grosses surprises si on commençait à en lancer en France. Et la vérité, c'est qu'on le fait pas, parce que ce serait une révolution. Si demain on apprenait, je vais pas trop m'avancer, mais sur les chiffres d'insécurité, de violences sexuelles, de viols, je pense que le gouvernement cela remettrait toute sa politique migratoire et ça remettrait la politique migratoire des 40 dernières années en question et la responsabilité du gouvernement dans la mise en danger des Françaises et des Français.